C'est parti, on plonge directement dans un sujet absolument fascinant. Bienvenue dans cette présentation détaillée, ce fameux guide ultime sur un petit compagnon qu'on croit tous connaître par cœur, le hamster. L'idée ici, c'est de prendre toutes ces données vétérinaires et scientifiques, parfois un peu lourdes, et de les transformer en un guide hyper clair, super simple et vraiment captivant. C'est parfait pour les débutants comme pour les plus grands passionnés. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble pour enfin comprendre le monde franchement complexe du hamster. Mais avant d'aller plus loin, il y a un truc essentiel pour bien poser les bases. C'est quand même fou d'apprendre qu'un hamster peut littéralement entrer en hibernation profonde. Ou à l'inverse, que certaines espèces ne supportent absolument pas de vivre seules sous peine de se laisser dépérir. Et oui, prendre soin de ces petites boules de poils, c'est beaucoup plus nuancé qu'il n'y paraît. Ce ne sont pas juste de mignonnes petites peluches, ce sont des êtres vivants avec des règles biologiques ultra strictes. Du coup, le programme est super simple et bien structuré. 1. On va différencier les 3 espèces principales. 2. On explorera leur anatomie. 3. On verra l'habitat et la nourriture parfaits. 4. On passera à l'art délicat de la manipulation. Et 5. On finira par les mystères de leur reproduction. Pas de panique, on va y aller étape par étape. Allez, on attaque tout de suite avec le chapitre 1, la base de la base, les 3 grandes espèces qu'on le retrouve dans nos maisons. Le contraste est littéralement énorme entre le hamster syrien, qu'on appelle aussi le hamster doré, et les hamsters nains. En fait, le syrien, c'est le grand loup solitaire du groupe. C'est un animal principalement nocturne qui existe en plein de variétés avec des poils longs ou satinés, et surtout, c'est le seul qui possède cette capacité incroyable d'hiberner. À l'opposé, on a les hamsters nains comme le russe et le chinois. Eux, ils font environ la moitié de la taille du syrien. Le russe est tout rond, avec un pelage gris, des pointes noires, une petite rayure sur le dos et une queue quasi inexistante. Le chinois lui ressemble pas mal, mais avec un corps un peu plus allongé et une queue un poil plus longue. Et grosse différence, ces petits gabarits sont hyper sociaux et n'hibernent jamais. On enchaîne avec le chapitre 2, l'anatomie et la biologie. C'est vraiment là qu'on se rend compte à quel point la nature est bien faite. Il y a quelques particularités physiques qu'il faut absolument retenir. Déjà, les fameuses ajouts. Ce sont d'immenses poches super extensibles de chaque côté de la bouche, de vrais sacs de course intégrés. Ensuite, un truc beaucoup moins connu, ils ont des glandes odorantes sur les flancs. Et c'est important de savoir qu'en vieillissant, ces glandes deviennent souvent foncées et perdent leurs poils. Pas de panique, c'est tout à fait normal, aucune inquiétude à avoir. On remarque aussi une petite queue poilue et 6 à 7 paires de mamelons chez les femelles. Et pour différencier un mâle d'une femelle, chez l'adulte, c'est plutôt évident, le mâle mature a des testicules très volumineux. S'il y a un doute, il suffit de regarder la distance entre l'anus et les parties génitales pour trancher avec certitude. Bon, si on jette un œil à ces données biologiques, ce qui saute vraiment aux yeux, ce sont les différences massives entre le syrien et les espèces naines. L'espérance de vie est assez courte pour tout le monde, environ 1 an et demi à 2 ans, avec une température corporelle autour de 38 degrés. Mais regardez le poids. Un syrien adulte pèse entre 110 et 150 grammes, alors qu'un russe ou un chinois fait à peine 20 à 40 grammes. C'est un écart colossal. Autre point fascinant, la gestation. C'est ultra rapide chez le syrien, seulement 15 à 18 jours. Pour les nains, c'est entre 19 et 22 jours. Ça montre bien à quel point leur métabolisme tourne à 1000 à l'heure. Il y a un mot un peu technique qu'il faut retenir, l'estivation. C'est quoi? En gros, c'est un état de torpeur dans lequel le hamster syrien, et seulement lui, plonge quand il fait beaucoup trop chaud. A l'inverse, si le thermomètre chute sous les 5 degrés, hop, il hiberne. Les hamsters nains, par contre, ne font ni l'un ni l'autre. C'est exactement pour ça qu'il est vital de maintenir leur maison à une température ambiante bien stable, idéalement entre 19 et 23 degrés. Ça évite tout risque de choc thermique. Ça nous amène tout naturellement au chapitre 3, au cœur de leur quotidien, l'habitat et la nourriture. Côté logement, des cages prévues pour les souris font très bien l'affaire. D'ailleurs, les systèmes avec des tubes et des espaces qui imitent des terriers, c'est vraiment le top pour leur morale. Mais attention, alerte rouge, ici, il faut bannir absolument le coton pour leur nid. Ça peut faire des paquets et boucher gravement le rabat-joue, c'est hyper dangereux. Pour ce qui est de la colocation, on répète la règle d'or. Le syrien vit strictement seul. Toujours. En revanche, les Russes et les Chinois seront ravis de vivre en petits groupes de même sexe, les groupes de femelles sont les plus stables, ou bien en couple. Pour l'assiette, c'est globalement la même chose que pour les rats et les souris. Sauf que leur instinct change tout. D'ailleurs, petite anecdote, le mot hamster vient d'un mot allemand qui signifie « faire des réserves ». Et ils portent bien leur nom. Ils planquent systématiquement la nourriture dans la boîte qui leur sert de nid. Du coup, c'est une obligation absolue de faire le ménage très régulièrement pour jeter les aliments frais qui pourraient moisir et les rendre malades. C'est un peu comme s'ils cachaient des restes sous leur matelas. On passe au chapitre 4, une partie qui stresse souvent un peu, l'art de la manipulation. Si on s'y prend mal, c'est le stress et la morsure assurée.
La règle numéro 1, avant même d'essayer de les toucher, s'assurer qu'ils sont bien réveillés. Logique, non? Réveiller un Syrien en plein jour alors qu'il dort profondément, c'est la pire idée. Il va être terrifié, et un hamster terrifié, ça mord. Pour les Russes et les Chinois, s'ils ne sont pas manipulés souvent, ils peuvent aussi être un peu vifs au début. Donc on y va tout en douceur, on les prend en formant une petite coupe avec les mains, et on n'oublie jamais de bien soutenir le corps avec l'autre main, surtout pour les gros gabarits ou les femelles gestantes. Une chute peut être fatale, il ne faut prendre aucun risque. Alors, comment on fait en pratique? Comme on le voit juste ici. Pour un hamster bien tranquille, c'est tout simple. On le prend délicatement en coupe entre les deux mains. À partir de cette position où il se sent en sécurité totale, on peut le soulever doucement et même le tourner sur le dos si on a besoin de vérifier quelque chose. C'est de loin la méthode la plus respectueuse et la plus zen pour le petit animal. Évidemment, parfois on n'a pas le choix, il faut être un peu plus ferme, pour des soins médicaux par exemple. C'est là qu'on utilise la contention par la peau du cou, souvent appelée le scruffing. L'idée, c'est d'attraper fermement la peau lâche derrière la nuque. Et là, on s'arrête 2 secondes pour tordre le cou à un mythe super tenace. Non, attraper un hamster par la peau du cou ne fera absolument pas sortir ses yeux de leurs orbites. C'est une vieille légende urbaine totalement fausse d'un point de vue médical. Par contre, méfiance. Cette fameuse technique demande une vraie précision, car il y a un danger pour nos doigts. On a vu qu'ils avaient d'énormes ajouts, pas vrai? Ça veut dire qu'ils ont aussi énormément de peau lâche autour des épaules. Si on n'attrape pas assez de cette peau, l'animal garde assez de marge pour se retourner tranquillement et, crac, infliger une très belle morsure. Il faut donc une prise bien large et assurée. C'est vital pour la sécurité. Allez, on arrive au 5e et dernier chapitre. C'est un sujet un poil plus technique mais tellement intéressant, la reproduction. Encore une fois, c'est le jour et la nuit entre les espèces. Pour le hamster syrien, c'est sous haute sécurité. La femelle peut être hyper agressive avec le mâle, jusqu'à le blesser très gravement. Il faut toujours faire les présentations dans une cage neutre ou, éventuellement, mettre la femelle dans la cage du mâle, mais jamais, au grand jamais, l'inverse. Pour les nains, c'est tout l'opposé. C'est super facile. On met un mâle et une femelle ensemble, où ils vivent carrément en couple toute l'année. La reproduction se fait de manière très naturelle et presque toujours en pleine nuit. Il y a aussi quelques petits signes physiologiques à connaître pour ne pas paniquer. Chez la femelle syrien, le 2e jour de son cycle, donc juste après l'ovulation, elle produit des pertes vaginales très importantes. C'est 100% normal, c'est biologique, ce n'est surtout pas une infection bactérienne. Chez les hamsters nains, c'est un peu plus subtil, on observe simplement que l'ouverture vaginale devient perméable et bien visible quand c'est le bon moment. Bref, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, c'est que le mot hamster regroupe des réalités biologiques complètement différentes. Que ce soit le grand besoin de solitude du Syrien ou au contraire le besoin vital de compagnie des nains, ignorer ces règles, c'est vraiment mettre leur vie en danger. C'est en comprenant et en respectant ces spécificités, l'habitat, la nourriture, la façon de les manipuler, qu'on leur garantit une vraie belle vie. Quand on voit toute cette complexité cachée derrière une apparence aussi mignonne et familière, on peut légitimement se demander « mais quels autres secrets incroyables cachent nos autres animaux de compagnie ?» Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.